Moi, je suis Isabelle Fayolle, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Donc, je suis la maîtresse de cérémonie, mais là, on va faire ça en petit comité entre nous. On va faire une interview avec Eric Bornet, qui est directeur commercial de Juniper Networks. Le titre de cet atelier, 3 conseils stratégiques, je dis bien stratégiques, pour perfectionner son expérience d'achat en magasin. Donc, ravi de vous voir ici. Il vaut mieux une communauté restreinte, mais engagée. Mais de qualité, comme on l'a dit ce matin. Les likes, ça sert à rien, on veut des commentaires et des gens qui s'impliquent. Donc je suppose que si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse. Donc cette masterclass d'aujourd'hui, c'est avec Eric Bornet, qui est directeur commercial chez Juniper Networks. Eric, donc tu vas nous partager pendant cette masterclass 3 conseils stratégiques, c'est le titre, pour perfectionner son expérience d'achat en magasin. Et Eric, déjà, Juniper en quelques mots. Oui, merci Isabelle. Donc oui, Juniper, c'est vrai que comme ça, on n'est pas forcément très connu par le grand public, on va dire. Donc dans le nom, vous voyez Juniper Networks, donc on est constructeur d'équipements réseau et de sécurité. C'est-à-dire que nos solutions viennent aider les entreprises à pouvoir véhiculer les informations, les datas, la plupart du temps, on va y revenir un petit peu plus tard, de manière fiable et sécurisée, puisque comme vous le savez, les datas restent au cœur des préoccupations de la plupart des clients, surtout quand on parle d'innovation et quand on veut justement changer et parler un petit peu de personnalisation de l'expérience client également. Alors tes interlocuteurs, c'est quoi? C'est plutôt des directeurs market, innovation Alors on essaye maintenant effectivement de changer d'interlocuteur. Traditionnellement, on est plutôt sur des DSI, des responsables réseau, des RSSI, des responsables sécurité informatique. Et comme en fait on s'aperçoit que le maillon réseau et sécurité est excessivement important, également il doit intervenir assez tôt dans la discussion et à la genèse des projets. Et la genèse des projets, elle est bien souvent chez les directeurs marketing, les responsables de la transformation numérique, les responsables autour de la data, etc., etc. Donc on essaye effectivement, nous en tant que constructeurs, de créer un peu cette awareness en disant vos projets sont importants, par contre vos projets ont besoin d'avoir quelque chose de performant qui est sous-jacent, et on va essayer de discuter avec vous de comment on peut vous aider à résoudre un peu cette équation. Donc c'est plutôt technique, mais tu fais un peu ton Jamy dans C'est pas sorcier pour expliquer aux gens du marketing un peu comment ça marche et ce qui se passe dans les tuyaux et dans les serveurs. Exactement. On pourrait le dire comme ça. C'est exactement ça, Isabelle. Alors, le premier conseil stratégique, donc la première partie, c'est déjà poser les fondations, les préalables. Donc, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte au départ? C'est quoi les fondations? Alors, les fondations, c'est ce que j'ai un peu évoqué dans mon introduction, c'est-à-dire, effectivement, quand on parle d'innovation, quand on parle de transformation numérique, la première chose qu'on voit qui est visible, ce sont les applications, ça peut être des sites web, ça peut être des applications mobiles, mais tout ça, en fait, doit communiquer. La communication, on vit dans un monde connecté, hein, il y a plus d'objets connectés sur la planète que d'individus, et ça, cette tendance va encore augmenter. Donc on doit faire communiquer tout ça. Et pour faire communiquer tout ça, il faut effectivement avoir une infrastructure réseau et sécurité qui soit performante, qui soit agile également, pour pouvoir être sûr que la création, là où on va créer les datas, elles puissent être transportées de manière fiable, performante et sécurisée pour être traitées ailleurs et pour être réinjectées. Alors réinjectées dans divers outils du marketing, la plupart du temps, des business owners aussi, ceux qui vont imaginer les services du futur pour justement être sûrs d'avoir une bonne expérience pour leurs clients ou pour leurs utilisateurs. Et comment tu peux savoir en fait que toutes ces technos vont être bien supportées par les serveurs? Alors, c'est quand on parle effectivement de communication, on va la retrouver à plusieurs endroits. Comme je disais, on vit dans un mode connecté, donc sur le point de vente, évidemment, on va avoir une ou plusieurs infrastructures, mais on reviendra sur le plusieurs tout à l'heure. Mais après, les datas, elles vont pouvoir être véhiculées soit vers des data centers, effectivement, ça c'est la chose la plus simple, qui sont soit centralisées, soit décentralisées. Et donc, il faut être sûr que l'infrastructure également réseau et sécurité
sécurité du data center soit bien dimensionné pour pouvoir être sûr de faire face à ces volumes de données qui sont de plus en plus importants. Et de plus en plus important également être la qualité qui va être transférée pour être sûr que, on ne perd rien, que l'intégrité des données est conservée et qu'on puisse réellement se baser là-dessus pour pouvoir établir des stratégies futures. Donc on a tout un tas d'outils pour monitorer tout ça et qui vont permettre aux équipes informatiques, là pour le coup, de production, d'être sûr que tout va bien au fur et à mesure du temps. Et on a rajouté des outils prédictifs également, c'est là où on parle d'intelligence artificielle, pour pouvoir aider ces mêmes équipes à prévoir soit des pics de croissance, soit des problèmes qui pourraient arriver liés à la fréquentation des magasins ou d'un point en particulier, en disant attention, là on pourrait rencontrer un problème si on continue à avoir autant de fréquentation à ce moment-là. Donc il faut rétablir ou en tout cas repenser l'infrastructure réseau en rajoutant des équipements pour être sûr qu'on conserve le même niveau de service. Alors pourquoi tu insistes comme ça à chaque fois sur le Wi-Fi ? Parce que le Wi-Fi, c'est, on va dire, la partie la plus visible de l'engagement client, en tout cas. C'est le capteur de données le plus évident également. C'est-à-dire quand on est dans un site de vente, dans un point de vente, dans un magasin, ou même au bureau, la première chose à laquelle qu'on va rechercher, que tout le monde va rechercher, c'est le Wi-Fi. Où est-ce qu'il y a le Wifi ? Quel est le Wifi ? Oui, à la gare, à l'aéroport, dans le train. Exactement. On essaie toujours de se connecter. C'est pas toujours fastoche d'ailleurs dans le train. Je voulais... Il y a beaucoup de choses à revoir de ce côté-là, mais on y travaille aussi. Donc, oui, c'est la chose la plus évidente, c'est la chose qui marque le plus. Et surtout, ça va être l'outil le plus performant, encore une fois, en termes de présence de capteurs de données en magasin, tout simplement parce que, il est quasiment invisible, ou en tout cas, on peut le rendre invisible, donc ça ne déflore rien. On ne va pas dans un magasin créer un data center, c'est pas l'idée. Les surfaces de vente doivent rester des surfaces de vente. Par exemple, le mettre dans les sous-plafonds, oui, alors, c'est ça ? Pas comme là, parce que là, on voit qu'elle est très, très bien là, parce que c'est pas prévu pour, mais effectivement, ça peut se mettre dans les faux plafonds, ça a la forme d'une dalle, donc on peut rendre les choses totalement invisibles dans le magasin, tout en restant très performant. Eric, est-ce que tu aurais un exemple, un cas client ? Parce que j'espère que tu as des clients. Je pense que si tu es là, c'est que... On en a quelques-uns, oui. Ça, c'est un bon point. Donc, on voudrait que tu nous partages un cas client qui est un bon élève, qui a réussi à construire ce socle solide. Exactement. Donc, vous le voyez là sur la vidéo. Donc, on a effectivement travaillé une bonne partie de 2020 et 2021 en période pas simple, mais avec un groupe de distribution qui est pas forcément non plus très connu, qui s'appelle le groupe GBH, qui est le groupe Bernard Ayotte, ou Ayotte, ça dépend comment Bernard ça se passe. Ayotte, c'est quoi leur activité ? Qu'est-ce qu'ils font ? Leur activité, c'est qu'ils ils ont l'exclusivité de la distribution de certaines marques, dont on en voit une ici, entre autres Decathlon, mais également dans l'automobile, également dans l'alimentaire, également dans le vestimentaire, pour tout ce qui est la zone Caraïbes et Afrique. Donc, si vous êtes propriétaire d'un magasin et que vous voulez vous implanter à Pointe-à-Pitre, par exemple, à Abidjan ou à Lomé, on va passer par ce groupe. Voilà, il faudra passer par ce groupe qui a déjà créé énormément d'infrastructures pour pouvoir permettre de déployer facilement justement des magasins de ce type-là. Et là, l'exemple dont on voit parler avec beaucoup d'innovation derrière, vous avez vu un entrepôt entièrement robotisé, vous avez vu effectivement une agente commerciale qui a scanné un certain nombre de choses. Donc tout ça va sous-tendre une infrastructure réseau et Wi-Fi importante. Donc le projet, encore une fois, je le rappelle, la période était covidesque, donc pas simple. Plus on rajoute à ça notre industrie qui a été heurtée, je pense que ça n'a échappé à personne, par le problème de raréfaction des composants électroniques, donc difficulté à produire également les équipements, plus la spécificité géographique du groupe Bernard Ayotte qui est déployé dans des zones pas simple non plus. Donc ils avaient une timeline qui était très très tendue et par des systèmes d'automatisation et d'aide au déploiement, on a réussi quand même à les aider à tenir leur timeline et donc de déployer un peu plus de 500 sites en moins de 3 mois. Donc ce qui était quand même une vraie prouesse pour eux et qui leur a permis justement de faire mettre à niveau ce fameux socle dont je parlais au niveau réseau pour pouvoir accueillir les applications du futur. Et quand on parle d'applications du futur pour eux, entre autres autour de la distribution automobile, on parle pas mal de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. Donc ce sont des choses qui vont être très couramment en bande passante.
En termes de ressources humaines, c'était staffé comment, ce déploiement, en termes de nombre de personnes? Alors, c'est une équipe assez disséminée, hein, la DSI de GBH par essence, puisqu'ils sont dans plein de pays différents, plein de régions différentes, mais somme toute avec peu de ressources, c'est-à-dire que c'était au maximum 2-3 personnes par zone géographique, donc il fallait pouvoir s'adapter et en tout cas choisir une solution qui leur permettait de le faire de manière assez automatique et surtout assez rapide. C'est un peu ça le but de leur cahier des charges à l'époque, quand ils recherchaient cette solution, c'était d'essayer de compresser le temps dans une période où malheureusement le temps avait tendance plutôt à s'étendre qu'à se compresser. Donc il faut travailler avec des outils et l'automatisation reste quelque chose de très très important depuis maintenant 4-5 ans, quel que soit le déploiement. Là on parle de déploiement Wi-Fi, mais ça peut être également autour d'un data center ou autour d'un réseau filaire. Il faut travailler avec des systèmes d'automatisation. Ça permet également d'être sûr que les timelines du projet vont être respectées. Alors ça, c'est l'exemple de GBH. On a parlé donc du premier conseil, c'est poser les fondations, donc s'assurer que les bases sont en place. On passe à la deuxième partie, réduire les frictions. Donc tu parles de réalité augmentée, tu en as parlé tout à l'heure. Et puis alors dès qu'on parle réalité augmentée, wow, il y a toujours un peu cet effet waouh comme on dit. Donc on a un socle solide, on a de bonnes fondations, on a un Wi-Fi qui marche bien, c'est mieux. Quelles applications est-ce qu'on peut mettre en place pour être plus attractif et mieux répondre aux attentes des clients, pour proposer alors, le fameux expérience client, que ça soit fluide, voire même ludique, dans un monde idéal. Oui, alors c'est un très bon terme. C'est vrai qu'on oublie un petit peu ça de temps en temps, l'aspect ludique ou en tout cas l'aspect un peu fun autour de l'engagement client. Ça doit rester quelque chose qui fait partie de l'expérience. Si c'est très roboratif ou alors très pénible, généralement les clients vont pas rester très très longtemps. Pour répondre à ta question, il y a plusieurs approches, il y a plusieurs angles. Évidemment, nous, constructeurs de solutions, on est vraiment peu là pour dire c'est ça que vous devriez faire en termes d'application. Non, on est là on est plutôt en termes de business enabler, c'est-à-dire qu'on va écouter ce que vous avez dans votre roadmap en termes de déploiement, en termes de nouvelles applications, en termes d'innovation. On peut partager des expériences telles que celle-ci, mais après, voilà, on est plutôt à votre écoute. On entend beaucoup de choses, mais on va essayer de se repositionner un petit peu dans le contexte à laquelle on est actuellement. On sort d'une période compliquée, comme je l'ai dit. On a vu beaucoup de nos clients en fait se précipiter pendant les années 2020-2021 autour de solutions numériques, tout simplement parce que le confinement faisait effectivement craindre le pire. Et donc, après 2 ans de ce que j'appelle du POC grandeur nature, c'est rarement une capacité qu'ont les entreprises de pouvoir se baser sur 2 ans de test. Il y a des choses à conserver, à améliorer, et des choses globalement à jeter ou en tout cas rebalancer dans les priorités d'innovation. Les choses, en tout cas nous qu'on a vues qui vont rester, très probablement, voire même très certainement, c'est ceux qui n'avaient pas de click and collect ou alors de repos, recherche online, purchase on-site. C'est effectivement quelque chose qui va être conservé parce qu'on est dans l'omnicanalité. Et donc on va essayer de conserver cette expérience utilisateur ou acheteur d'un site de e-commerce pour essayer de le retrouver, de le retranscrire ou en tout cas de le prolonger vers un site physique. Ça va durer en fait finalement. Exactement, ce qui s'est passé dans un cadre un peu exceptionnel, finalement maintenant tout le monde a pris le pli, même les petits commerçants, le click and collect ça fait partie de notre vie maintenant. Exactement, c'est un nouveau mode. Il y a eu beaucoup d'études qui en sont sorties sur ces papiers à la sortie de la crise en disant est-ce que les retailers vont payer le prix fort en disant bah voilà maintenant tout le monde a l'habitude online et plus personne ne va revenir en magasin. On s'est aperçu que c'est pas la réalité. La fréquentation revient et maintenant il faut surfer là-dessus et essayer de transformer un petit peu l'essai en proposant des choses un tout petit peu plus innovantes justement. Donc dans la roadmap, en fonction du secteur de retail sur lequel on se retrouve, des choses vont être pertinentes, d'autres vont l'être beaucoup moins. Si on parle par exemple de location services, c'est-à-dire de la capacité à traquer soit des humains, soit des objets. Alors je vous rassure, traquer des humains
humains, on n'est pas chez Big Brother. Hein. Ce sont des choses qui sont totalement légales. Donc tu peux parler sans tabou, Eric. Donc il n'y a rien de ce côté-là qui sont répréhensibles. Non, c'est juste pour justement mesurer peut-être beaucoup plus efficacement les taux de trafic. Hein. Être sûr que quand on veut lancer une promotion, par exemple, déjà on a des informations et un système qui va nous dire généralement, si on prend les 6 derniers mois, on voit que la zone du mercredi matin de 11h à 13h est probablement favorable pour lancer ça. Donc voilà, ça va être des outils d'aide à la décision qui vont de toute façon arriver vers les métiers, arriver vers les décideurs, puisque in fine, c'est eux qui vont impulser ça. Et encore une fois, nous sommes là pour enabler un petit peu tout ça. Donc on voit beaucoup de choses. Est-ce que tu pourrais nous donner, Eric, des exemples de secteurs d'activité dans lesquels ça s'applique? Alors évidemment, on a pensé au retail, e-commerce, mais je ne sais pas, est-ce que ça peut se décliner au transport, à l'industrie, à la santé, Partout. Alors, on le voit, il y a du Wi-Fi partout. Donc de toute façon, oui. Pour prendre des applications un peu concrètes sur lesquelles on a travaillé, dans la logistique, donc au niveau des transports, évidemment, là, être sûr de savoir que une marchandise est disponible, elle est bien à l'endroit où elle doit être et elle va arriver à l'heure à laquelle on a prédit qu'elle arriverait, effectivement, c'est important en termes de service client, c'est important même en termes d'image. Oui, puisqu'en plus, eux, ils ont les transporteurs et les chargeurs et les logisticiens avec les plateformes logistiques, et il faut pouvoir faire des inventaires presque en temps réel. Exactement. J'ai beaucoup bossé sur la logistique cette année, l'année d'avant, donc je taquais sur le transport. Je suis impressionné. Donc le transport, le retail, le e-commerce, est-ce qu'il y a la santé aussi, toujours, pour la même chose, c'est-à-dire quoi de plus important dans un hôpital que de toujours savoir qu'un appareil qui pourrait sauver une vie est à disposition, ou en tout cas est localisé en tout temps, pour la maintenance et pour la géolocalisation du matériel médical, les scans, exactement, par exemple. un défibrillateur, un chariot de survie, etc. Donc ça, c'est important. On l'a fait il n'y a pas très longtemps dans un hôpital du Sud-Ouest. Donc voilà, pour eux, c'est important. Ça peut également aider les hôpitaux à gérer justement également le trafic patient. Être sûr que les patients, quand ils arrivent, reçoivent un certain nombre d'informations sur leur mobile, s'ils le souhaitent. Encore une fois, il n'y a pas d'intrusion, en disant, prenez peut-être plutôt le chemin bleu pour ce que vous avez à faire, parce qu'il y aura moins de temps d'attente, etc. Ah oui, donc ça leur permet un peu d'être comme guidés. Vous voulez aller au service oncologie, c'est en 11e étage, patienter, et puis dans un deuxième temps, vous irez faire une radio, un scan dans tel lieu, et ça leur fait comme une forme de parcours. Exactement, un parcours sur lequel, effectivement, ils se sont bien évidemment mis d'accord sur un certain nombre d'utilisations, mais qui va les aider à patienter peut-être moins au mauvais endroit et être efficace plus facilement pour eux en tant que patients, mais également pour l'hôpital qui va se retrouver avec une gestion de flux améliorée. Alors si on revient à la grande distribution, par exemple, Eric, est-ce que toi tu y crois au caddie connecté? Alors, si j'étais américain, ce qui n'est pas le cas, j'y croirais fortement. Alors, ça n'a rien de péjoratif encore par rapport, mais c'est une différence culturelle assez importante. La France reste quand même le champion du monde du retail et l'inventeur du retail, faut pas l'oublier. Donc, on a des années et des dizaines d'années et des dizaines d'années et des dizaines d'années. Pardon ? Oui, mais c'est un peu plus, à l'échelle de notre pays, c'est un peu plus fort. Et eux voient le retail probablement différemment. C'est-à-dire qu'à part 3-4 chaînes, nous, ça se multiplie quand même. Puis eux, ils ont des gros malls. Enfin bon, bref, à taille américaine. C'est pas le même système. Oui, je sais. Ouais. Donc pour revenir à la question, le caddie connecté, il y a eu des tests. On s'aperçoit de choses assez intéressantes. C'est-à-dire que d'un point de vue technique, c'est faisable, largement faisable, il n'y a pas de souci. D'un point de vue adhésion client, pour l'instant, ça l'est pas encore. C'est pas que ça ne marche pas, c'est que tout simplement les clients s'attendent à autre chose en termes de service et probablement en termes de priorité, ça a baissé au niveau des roadmaps. Il y a beaucoup d'exemples de ce type-là où effectivement techniquement en termes d'innovation c'est génial. Après il faut rester pragmatique. Si on prend dans la grande distribution, le but étant d'augmenter les marges. Est-ce que réellement le caddie connecté va faire augmenter les marges? Pour l'instant la réponse n'est pas tellement favorable à
à ça tout de suite. Néanmoins, il continue à y avoir des magasins pilotes autour de ce genre d'innovation. Donc il y a des terrains d'expérimentation un peu pour faire du test and learn. Voilà, sur ce type d'innovation, on reste encore sur de l'expérimentation, sur du POC. On voit par exemple Carrefour Auchan qui font beaucoup de tests autour de la caisse ultra rapide, en tout cas sans caissière. On voit quelques magasins qui arrivent avec quasiment personne. Est-ce qu'on va avoir de l'Amazon Go dans les 5 prochaines années autour de Auchan, Carrefour ou Système U ou les autres? Probablement pas tout de suite. Encore une fois, c'est pas qu'il y a un rejet du consommateur, c'est pas qu'il y a un rejet du client, c'est que le client français se pose beaucoup de questions. Enfin, le français, de manière généralement, se pose beaucoup de questions sur beaucoup de choses. Le français râle et se pose beaucoup de questions, mais il est quand même hyper sympa. Mais ça permet de faire avancer les choses aussi, hein, encore une fois. Puis il y a des conjectures, des situations économiques, sociales également à prendre en compte, qui sont un tout petit peu différentes dans notre pays par rapport aux autres. Mais voilà, on ne va pas mettre en exergue le français qui n'a pas envie de faire les choses. C'est exactement la même chose en Allemagne, c'est la même chose en Angleterre aussi. Donc on va dire en Europe, on est plutôt encore dans le stade où les directions de ces groupes-là disent est-ce que réellement ça va nous permettre de gagner plus de clients, de faire plus de marge? 2, quel va être le retour de nos consommateurs par rapport à ça? Donc ils vont investir dans les nouvelles technologies, ça c'est sûr, mais restons pragmatiques. Pour l'instant, ça va plutôt être des choses peut-être moins visibles en termes d'innovation, mais qui vont leur permettre d'améliorer ce qu'ils connaissent déjà. Donc il y a quand même une question un peu culturelle et de s'adapter là où on est. Donc on vient de voir le deuxième conseil stratégique, réduire les frictions. On passe au troisième, miser sur la confiance. Alors miser sur la confiance, en gros c'est rassurer le client sur l'usage de ses data. Avec son consentement et que ces datas ne soient pas utilisées n'importe comment. Exactement, hein, on le parle depuis tout à l'heure, la data est au cœur de ce sujet-là et au cœur de tous les sujets de toute façon de transformation numérique. On veut améliorer la personnalisation des services, quel que soit le service, quel que soit le secteur, et donc pour personnaliser un service, bien évidemment, il faut avoir des informations, il faut avoir des données sur ses clients. Donc on a vu qu'on peut les capter très facilement avec une infrastructure Wi-Fi. Après, ce qu'il faut être sûr, c'est la sécurisation de tout ça. Tu l'as dit, il y a déjà une première chose, c'est que le client doit avoir confiance et donner son autorisation pour que ces informations, certaines sensibles, d'autres un peu moins, ou en tout cas, il ait le niveau d'information de ce que l'entreprise va faire avec ces données-là. Excuse-moi Eric, alors j'y pense pour la santé, pour la logistique et tout. Après, savoir si j'achète des yaourts ou du camembert quand je vais faire mes courses, c'est peut-être un peu moins sensible. On a vu des procès pour moins que ça. Donc, mais ce qui est le camembert qui a tout fait basculer. C'est assez souvent le cas quand on l'oublie, mais effectivement c'est important. Tu as raison. On peut considérer que des données sont bénignes et donc par acquis de conscience le faire et donner sa confiance. Après, pas perdre de vue non plus que la première faille de sécurité, ça reste nous. Sur nos réseaux, la plupart du temps, ceux qui utilisent Facebook, Insta ou autres. C'est le grand paradoxe, en fait, des questions sur la maîtrise et où vous me donnez qu'est-ce que vous allez faire avec des gens qui passent leur vie sur leurs réseaux sociaux à tout déballer H24, mais qui sont quand même très frileux sur leurs données. On trouve ça, donc il est important pour les entreprises d'être également vigilants avec ses propres fournisseurs, c'est-à-dire être sûr que ils vont travailler avec des gens qui vont avoir la sécurité au cœur de la conception de leur solution. Il y a dans l'industrie depuis quelques années, on a effectivement d'un commun accord avec beaucoup de personnes autour de l'IT, pas déposer un label, mais en tout cas on travaille tous avec un security by design. Toutes les nouvelles solutions sont développées, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient logicielles, avec une préoccupation de sécurité des données qui est extrêmement importante. Donc il faut travailler avec ces entreprises-là. Alors certaines fois, effectivement, ça va avoir un impact sur le coût, mais qu'est-ce que, effectivement, quelques centimes de plus par équipement par rapport à ce qu'on a vu entre la semaine dernière et encore ce matin sur un hôpital qui se fait piquer ses données, une ville, Caen pour pas la citer, et un département, Seine-Maritime, ce matin, qui également a eu une attaque. Donc là, on parle de récupération de données personnelles, et ça, c'est ce qui se Fais attention parce que tu es en train de basculer un peu du côté technique cybersécurité. Ça va, ils sont bien là, mais
Oui. Donc il faut faire attention à ça. C'est pour ça que la confiance doit être là, vraiment sur toute la chaîne, pour être sûr qu'effectivement, alors le risque zéro n'existe pas. Hein. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument travailler avec nous parce qu'on est capable d'arrêter toutes les attaques, même si c'est vrai dans certains cas. Mais en tout cas, il faut que ça fasse partie de la réflexion et que ce soit pris au cœur, parce qu'on n'a pas vu encore beaucoup de choses autour des retailers. Alors, c'est pas parce qu'ils ne communiquent pas ou qu'ils n'ont pas envie de communiquer, ça pourrait leur arriver, mais plus on va avoir d'innovation autour de la personnalisation, donc plus on va avoir de captation d'informations, plus ça va intéresser les hackers. Parce qu'encore une fois, les hackers, ils viennent pas juste piquer de l'argent, ils viennent effectivement, c'est les données qui les intéressent, quel que soit le type de hacker que ce soit. Donc il faut protéger ça, donc il faut avoir cette spirale de confiance entre le fournisseur, l'utilisateur et bien sûr le prestataire qui va être au milieu. Donc ça, c'est les 3 points. Alors, un sujet qu'on n'a pas abordé directement, mais qui est au cœur de toutes les préoccupations, c'est la transition durable, d'essayer de mieux respecter l'environnement. Comment est-ce que tu peux prendre ça en compte dans ton business ? Il faut vivre déconnecté. Non, je déconne. Oui, bien sûr. Alors, on a pointé du doigt depuis quelques années l'informatique comme étant un des plus gros gaspilleurs, ou en tout cas avec une empreinte carbone très forte, parce que les produits sont à majorité fabriqués très loin et donc doivent arriver chez nous. Donc ne serait-ce qu'en termes de transport, c'est très impactant. Néanmoins, il y a beaucoup de fake dans ces histoires-là et il faut regarder de très près les choses. On a une capacité dans notre industrie également à réduire un certain nombre de choses au travers, encore une fois, des innovations. Je parlais tout à l'heure de la sécurité qui est au cœur des problèmes. La transformation, en tout cas le Green IT l'est également. C'est-à-dire que les nouvelles solutions qui sortent maintenant, qui sont capables de traiter 20 fois plus d'informations qu'il y a 5 ans, vont consommer 3 fois moins. Donc les data centers, alors peut-être pas de demain, peut-être même d'aujourd'hui, est-ce que c'est des mini data centers plus près des points de vente par exemple, ou alors est-ce que c'est des big gros data centers mais finalement qui consomment moins d'énergie ? Alors il va y avoir un peu des deux. Alors c'est très normand comme réponse, mais en fait ça va dépendre beaucoup de l'usage. Tu as raison de mentionner du edge computing, donc des petits data centers au plus près des points de vente, puisque je pense que pour le retail, l'avenir va être là. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il faut être au plus près de là où sont produites les datas pour qu'elles soient pertinentes et réinjectées le plus rapidement possible. Quel intérêt d'avoir une data qui est créée à Biarritz, d'être envoyée à Francfort et puis de repasser par Paris avant de retourner par Biarritz. Donc on repense en fait le trajet de la data, c'est pas la peine qu'il se balade sur 4 continents, ça peut être fait au plus près. C'est exactement ça. Donc ça va permettre une chose, c'est qu'effectivement on va avoir des fournisseurs, des prestataires de services qui ont déjà des sites sur lesquels ils peuvent héberger cette donnée de toute façon, donc pas de création de nouveaux sites, pas de création de nouveaux consommations énergétiques, plutôt que d'effectivement d'attendre qu'un géant américain vienne créer encore un énième data center au pôle Nord en se disant que si je le mets là-bas, de toute façon il sera réfrigéré et donc j'aurai pas de coût en termes de ventilation. Ça c'est une gabegie. Alors je plaide pas pour ma paroisse parce qu'on adore les gros data centers chez nous parce qu'on met plein de choses dedans. Vous êtes plein une bande de techos super énervés, waouh, et puis ils sont gros. Mais voilà, après il y a beaucoup de choses qui ont fait, c'est-à-dire qu'on va être capable de mesurer l'activité et donc de réduire la consommation des équipements s'il y a peu d'activité. Donc encore une fois autour de ces sujets d'automatisation. Donc voilà, nous notre entreprise par exemple a publiquement annoncé qu'on serait à à empreinte neutre en 2025. Donc voilà, on travaille beaucoup sur ces choses-là et on veut bien sûr en faire bénéficier nos clients, puisque maintenant dans les rapports RSE, l'informatique doit fournir également quelle est sa part. Rendre sa copie et on ne peut plus faire du greenwashing, il faut être actif. Exactement. Alors merci beaucoup Eric pour cet échange très riche. On va demander à l'audience, on va vous faire un quiz. Qu'est-ce que c'est les 3 conseils stratégiques qu'Eric nous a partagés ? Le premier, poser les fondations. Le deuxième, réduire les frictions grâce à l'innovation. Et le troisième, miser sur la confiance. Est-ce que vous avez quelques questions ? Ça bosse, hein ? J'ai une réflexion. En fait, on va passer du parcours client au parcours data. Parce qu'en fait, on va avoir des problématiques
Oui, vous avez raison. On va effectivement. Alors, je vais reformuler pour oui, l'enregistrement. c'est ce que j'allais faire. Donc, Eric, est-ce qu'on va passer du parcours client au parcours data, ou ça va être donc le chemin emprunté par les data d'un point A à un point B? Est-ce qu'on va vers ça? Alors, l'un est inextricable de l'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, et vous avez raison, hein, pendant très longtemps, les grandes enseignes parlaient du parcours client. Il faut améliorer le parcours client, il faut être sûr que le client passe bien devant ce qu'il a envie de passer pour pouvoir maximiser ses achats. Là, on va toujours être là-dessus, mais c'est moins utilisé. Mais par contre, on veut que lorsque le client soit sur site, on ait assez d'informations pour pouvoir lui proposer de l'information directement en lui disant « Ah, on a vu qu'il y a 3 semaines, cet article vous intéressait, vous étiez resté dessus. Sachez qu'en ce moment, si vous baladez dans tel rayon, vous allez pouvoir le retrouver. Les centres d'intérêt vont être connus. » Donc oui, on peut effectivement résumer ça comme vous venez de le faire très bien. Le parcours data va être important pour améliorer encore le parcours client et donc la fameuse expérience qu'il y a. C'est plutôt que d'être agressé, on va dire, par des pubs non voulues, le contenu va être personnalisé et donc va probablement être intéressant pour le client. Et personnalisation, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. exactement, les gens sont très nombrilistes, c'est ce qu'on a appris à l'école de journalisme. Le sujet préféré des gens, c'est eux-mêmes. Je vais vous laisser avec Eric pour poursuivre. Donc merci beaucoup de votre attention. On a eu une communauté Isabelle. très engagée. Je ne sais pas si tu restes avec nous cet après-midi. Un petit peu. Un Je petit crois peu. qu'il y avait une question au fond, mais Alors, oui. il faut que je libère le matériel. Vous pouvez continuer à échanger, Mm. mais je dois vous laisser parce que Ça marche. j'ai attendu. Merci Isabelle, à bientôt. Vous voulez poser votre question Je voulais juste savoir, avec le Wi-Fi, vous ne captez pas d'informations, il n'y a pas de data sur le particulier. Si moi je me connecte dans un magasin, type par exemple Monoprix, pour une connexion Wi-Fi, il n'y a pas d'informations moi qui sont captées a priori. Alors, pour reformuler pour la question, donc quel type d'information on capte quand on se connecte à un Wi-Fi? Alors, vous avez raison, il y a une réglementation déjà qui existe au niveau européen, qui est la RGPD, donc qui protège le caractère privé des datas. Donc, sans votre consentement, on ne peut rien faire. Techniquement, on peut tout faire. Donc, je ne veux pas faire peur, mais techniquement, il n'y a rien qui l'empêche. Mais par contre, ça doit être volontaire. C'est-à-dire que si vous avez, pour reprendre votre exemple de Monoprix, téléchargé l'application Monoprix et que dans cette application, vous savez qu'il y a une possibilité que vous ayez un contact ou un engagement lorsque vous venez physiquement sur un Monoprix, là, vous avez effectivement un échange. C'est-à-dire que le réseau, enfin, je vais schématiser, mais le réseau va vous reconnaître une fois que vous passez la porte, va commencer à vous dire monsieur, bienvenue, on vous a pas vu depuis longtemps, qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? Ou alors, si vous aviez commandé ou déjà cherché des articles sur l'application, va vous dire les articles que vous avez cherchés sont disponibles à tel endroit. Donc on peut imaginer plein de choses en termes d'engagement client, mais ça ne peut pas se faire au détriment de la personne. Ça doit respecter de toute façon les réglementations en cours et en vigueur. La seule chose qui peut se passer, c'est que même sans télécharger, vous pouvez avoir un message générique qui dit bienvenue chez Monoprix, par exemple. Vous avez un pop-up qui arrive, point. C'est la première chose. Parce qu'on a sur l'application la FNAC, depuis assez longtemps. Oui. Quand on passe à proximité de Oui, ça a été, on va dire, la version 1.0 de l'engagement avec le mobile. La technologie pour parler un tout petit peu de technologie rapidement, qui a révolutionné un tout petit peu ça, c'est pas le Wi-Fi en tant que tel, c'est la capacité de faire du Bluetooth Low Energy. Alors des beacons virtuels nous concernant, c'est-à-dire qu'en plus on est moins impactant au niveau d'une surface de vente, c'est-à-dire qu'on ne va pas installer physiquement des petits capteurs, mais par contre tout ça va être virtualisé. Et donc avec notre technologie donc brevetée de ce type-là, on peut être extrêmement agile, c'est-à-dire qu'on peut créer des zones, même à un moment donné, quand il y a, justement je parlais tout à l'heure de promotion, d'avoir une zone qui est définie virtuellement, et dès qu'on passe dans cette zone-là, on commence à avoir de l'engagement avec le magasin ou à travers l'application. Donc on peut faire beaucoup de choses avec ces technos-là, de manière beaucoup plus précise justement quand on parle de Bluetooth qu'avec un signal Wi-Fi. Signal Wi-Fi c'est précis à 10 mètres environ, à peu près entre 5 et 10 mètres. Sur du Bluetooth, on va avoir une précision qui va être entre 3 et 5 mètres. Donc déjà on peut définir des choses beaucoup plus précisément et être capable d'être sûr de bien balayer correctement, parce qu'il n'y a rien de plus
affreux en termes d'expérience utilisateur d'avoir une application, qui est mal développée, et 2 qui nous induit en erreur. Donc généralement on fait le test une fois, après on arrête et puis on peut passer vers le concurrent la plupart du temps. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais... Est-ce qu'il y aurait d'autres sujets, réflexions, questions, remarques? Vous travaillez avec la technologie Li-Fi? Non. Nous, pour l'instant, on est uniquement sur la radio. On a quelques partenaires qui nous ont présenté effectivement des choses autour de ça. Maintenant, comme son nom l'indique, c'est très directif. C'est-à-dire qu'on doit, pour probablement faire des choses sur... des musées, par exemple, sur des choses qui sont très statiques, ça peut être une alternative intéressante, oui. Là, on passait du Wi-Fi 10 mètres, Hmm. tous 3 mètres. Oui, vous avez raison, l'engagement autour du Li-Fi est encore beaucoup plus court, mais voilà, ça ne doit pas être, ça ne peut pas être très agile. Donc, il y a des cadres, encore une fois, d'usage qui vont très bien s'adapter à ça, et puis en plus, Cocorico, encore une fois, la France est un peu pionnière là-dedans, donc profitons-en. Il y a de très belles pépites qui ont développé des choses assez sympas autour de ça, et je crois que justement, c'était la réunion des musées nationaux qui avait commencé à investir. C'est-à-dire dès qu'on arrivait au-dessus du spot, il y avait automatiquement une explication du tableau ou de l'œuvre qu'on était en train de regarder. Écoutez, merci à vous en tout cas. N'hésitez pas.